Bonjour, nous nous retrouvons pour ce nouveau cours sur le système digestif. Alors, le système digestif correspond à l'ensemble des organes qui vont favoriser la digestion et l'absorption des nutriments. Donc, lorsque la nourriture va être ingérée, elle va être dégradée en petites molécules qui vont pouvoir facilement diffuser à travers la paroi du tube digestif pour se rendre dans le sang et ainsi être distribuée à l'ensemble des systèmes. Donc le tube digestif est un conduit qui s'étend sans interruption de la bouche jusqu'à l'anus. Donc si on part du haut, nous avons d'abord la bouche, avec donc la langue, les dents. Ensuite, vous avez le pharynx, donc qui se trouve juste derrière, on l'a vu dans le système précédent, qui va ensuite se prolonger par l'œsophage, qui va descendre jusqu'au niveau de la cavité abdominale. Et donc sous le diaphragme, on va avoir l'estomac, l'intestin grêle, qui va se prolonger en gros intestin, et qui va se terminer du coup par le rectum et l'anus. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle les organes digestifs annexes. Donc vous allez retrouver notamment les glandes salivaires, mais également le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Donc au niveau de la bouche, nous allons retrouver évidemment au niveau de la mâchoire les dents qui vont permettre la mastication. Vous avez la langue, l'aluette dont on a parlé juste avant, qui est la prolongation du palais mou. Et puis on peut apercevoir également les amygdales. Donc pour ce qui concerne des dents, vous avez une rangée de dents sur la partie supérieure de la mâchoire, donc le maxillaire supérieur, vous avez 16 dents, et au niveau du maxillaire inférieur, vous avez 16 autres dents. Donc on va retrouver pour chacune des deux parties, vous allez avoir les molaires, donc normalement on en a 6 de chaque côté. Vous avez ensuite les prémolaires, 2 de chaque côté, vous avez 2 canines, et enfin sur la partie avant, vous avez 4 incisives. Donc la dent est constituée de 3 parties. Vous avez la racine qui n'est pas visible, qui est vraiment compris au niveau de l'os et entouré aussi de gencives. Vous avez ensuite la partie qu'on appelle le collet et enfin la couronne. Donc la couronne, elle est constituée principalement d'émail, donc qui n'est pas ni innervé ni vascularisé. Et l'innervation et la vascularisation se fait plutôt au niveau de la pulpe. Donc c'est pour ça que quand l'émail est attaqué, eh bien vous avez mal aux dents. Donc ce schéma, nous l'avons vu tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, il donne les 3 principales parties du pharynx, nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. Donc nous avons ensuite l'estomac. Donc l'estomac va être constitué d'une petite poche supérieure qu'on appelle le fundus. Ensuite, vous avez le corps de l'estomac, qui est constitué, on le verra, principalement de couches musculaires. Et puis qui se termine par le pylore, qui va faire la jonction avec la première partie de l'intestin grêle qu'on appelle le duodénum. Donc vous avez 2 sphincters. Vous avez le sphincter œsophagien inférieur qui va faire la jonction entre l'œsophage et l'estomac, et vous avez le sphincter pylorique qui fera la jonction entre l'estomac et l'intestin grêle. Ensuite, il y a l'intestin grêle. Il est constitué de 3 parties. Vous avez la première partie en forme de C qui fait la jonction avec l'estomac, c'est le duodénum. Ensuite, vous avez la plus grosse partie de l'intestin grêle qui forme comme un gros serpent, c'est le jéjunum. Et enfin, vous avez la partie terminale qui va faire la jonction avec le gros intestin en se jetant dans le cécum, et ce sera l'iléon. Pour le gros intestin, eh bien l'iléon se jette dans le cécum, c'est la grosse poche que vous avez en bas à gauche. Vous avez ensuite le côlon ascendant, vous avez l'angle colique droit, le côlon transverse qui est sur la partie haute, puis l'angle colique gauche, vous avez le côlon descendant, puis le côlon sigmoïde qui va se terminer par le rectum avec l'anus. Et vous avez le sphincter anal qui permet de contrôler l'élimination de déjection. Donc là, nous avons 2 glandes annexes qui sont représentées sur ce schéma. Nous avons d'abord le foie qui va se situer vraiment juste dessous le muscle diaphragme. Le foie est constitué de 2 lobes, le lobe droit et le lobe gauche. Et puis on peut voir que sous le foie se cache la petite vésicule biliaire, donc c'est la sorte de poire verte, qui va se prolonger par un conduit qu'on appelle le conduit cystique et qui va se déverser dans le duodénum. Ensuite, nous avons le pancréas, donc nous avons déjà eu l'occasion de le voir dans le système endocrinien. Donc lui-même est traversé par un conduit, le conduit pancréatique, qui se déverse également dans le duodénum. Donc enfin, nous avons en autre annexe les glandes salivaires qui sont situées dans les tissus avoisinants de la bouche et qui sécrètent la salive. Donc elles vont déverser leur sécrétion dans des conduits qui débouchent dans la cavité orale.
On va avoir 3 types de glandes, donc à chaque fois, ce sont des paires, hein, puisqu'on en a à chaque fois une à droite, une à gauche de la mâchoire. Donc vous avez les glandes parotides qui se trouvent au niveau maxillaire. Vous avez les glandes submandibulaires qui se trouvent sous la mandibule de la mâchoire. Et puis vous avez sous la langue les glandes sublinguales. Alors en soi, l'œsophage est principalement constitué de tissu musculaire et de la partie inférieure de l'œsophage jusqu'au canal anal, la paroi du tube digestif, elle va posséder une structure uniforme qui est constituée de 4 couches de tissu. Donc nous avons d'abord la muqueuse qui est constituée de tissu conjonctif et qui est tapissée à l'intérieur de cellules épithéliales et qui va être entourée de tissu musculaire. Elle contient de nombreux follicules lymphatiques dont les cellules immunitaires vont attaquer les agents pathogènes qui arrivent via les aliments. Ensuite, vous avez la sous-muqueuse, qui est également du tissu conjonctif. Celle-ci va contenir beaucoup de vaisseaux sanguins lymphatiques qui vont pouvoir, comme ça, recevoir les nutriments qui seront absorbés. Et c'est également une couche qui est richement innervée, avec le système nerveux dit entérique, qui va régir les sécrétions produites par le tube digestif et réguler également la contraction des muscles lisses du tube digestif. La troisième couche, il s'agit de la musculeuse, donc c'est la couche en général la plus importante. Donc c'est du tissu musculaire squelettique pour l'œsophage et pour le sphincter anal, puisqu'on va avoir au niveau de l'œsophage une déglutition volontaire et au niveau du sphincter anal, il y a la défécation qui est normalement volontaire. Et pour le reste, il s'agit de tissu musculaire lisse, puisqu'on a des contractions involontaires des myocytes qui vont contribuer à la fragmentation physique des aliments et mélanger ceci aux différentes sécrétions digestives pour les faire ensuite avancer dans le tube digestif. Et enfin, la dernière couche, donc c'est une séreuse qu'on appelle également le péritoine. C'est la couche la plus superficielle. Elle va entourer l'intégralité des organes du système digestif. Donc elle est également constituée de tissu conjonctif et elle va sécréter un liquide que l'on appelle le liquide péritonéal et qui va permettre au tube digestif de glisser facilement sur les organes. Donc il existe plusieurs types de séreuses. On en a 2 principalement. On va avoir le grand omentum qui va recouvrir le côlon transverse et l'intestin grêle comme une sorte de tablier graisseux. Et on va avoir le mésentère qui va attacher l'intestin grêle à la paroi abdominale. Donc la principale fonction du système digestif, c'est la digestion. Donc on va le voir que cette digestion, elle comprend plusieurs étapes. Donc on a d'abord l'ingestion, donc ce processus qui a lieu au niveau de la bouche. Il consiste à prendre des aliments solides et liquides, donc c'est ce qu'on appelle manger. Ensuite, il y a la sécrétion, puisque en fait les cellules des parois du tube digestif et les annexes vont sécréter environ 7 litres d'eau par jour, avec également des acides, des enzymes qu'elles vont déverser en fait dans les lumières du tube digestif. Donc on va ensuite avoir le brassage et la propulsion. Donc c'est le fait d'alterner les contractions et le relâchement des muscles du tube digestif pour favoriser en fait le mélange des aliments avec les sécrétions et pour les faire avancer jusqu'à l'anus. Donc on parle de motilité. Ensuite, il y a la digestion à proprement parler, donc on la verra un peu plus en détail juste après. Une fois que les nutriments ont été suffisamment digérés pour avoir la taille de particules très très petites, on va avoir l'étape de l'absorption. Donc les ions, les liquides sécrétés et ingérés vont pouvoir pénétrer dans les cellules épithéliales qui tapissent la lumière du tube digestif. Et les substances absorbées passent dans le liquide interstitiel puis dans le sang ou la lymphe pour être acheminées jusqu'aux cellules de toutes les régions du corps. Alors l'absorption, il faut savoir qu'elle s'effectue majoritairement dans l'intestin grêle. On va quand même en avoir un peu au niveau de l'estomac puisque les parois de l'estomac sont toujours perméables, notamment à l'eau, à certains ions, aux acides gras à chaîne courte et à certains médicaments, également à l'alcool. Et le gros intestin, quant à lui, il va être capable d'absorber le reste de l'eau, des ions et des vitamines. Et enfin, la dernière étape, c'est la défécation. Donc, ce sont les déchets, les substances qui sont non digestibles. On va retrouver également des bactéries et puis des cellules qui se détachent aussi de la muqueuse digestive. Et toutes les matières digérées qui n'auront pas pu être absorbées vont quitter le corps par l'anus.
Donc la défécation, c'est un réflexe qui est facilité par les contractions volontaires du diaphragme et des muscles de l'abdomen et par le relâchement du sphincter anal externe. Donc si on s'arrête un peu plus en détail sur la digestion, eh bien la digestion, elle est d'ordre chimique, mais également mécanique. Et en fait, elle va démarrer dès le départ, dès que les aliments vont être ingérés au niveau de la bouche. Donc vous allez avoir une phase que l'on appelle la phase céphalique. Donc les glandes salivaires vont sécréter la salive et les glandes gastriques vont sécréter le suc gastrique pour préparer la bouche et l'estomac à traiter les aliments qui seront intégrés. Donc là, on a une digestion chimique puisqu'elle fait intervenir des enzymes. Mais vous avez également au niveau de la bouche une digestion mécanique avec notamment les dents et la langue. Donc les dents permettent ce qu'on appelle la mastication. Donc elles vont découper et broyer les aliments avant de les avaler. Et donc la mastication, c'est un processus qui va mélanger les aliments à la salive et les transformer en ce qu'on appelle un bol alimentaire. Ensuite, nous avons une phase dite gastrique. Donc le bol alimentaire qui est descendu par l'œsophage va arriver dans l'estomac. Ça va déclencher la motilité gastrique et donc la digestion des aliments va transformer le bol alimentaire en une bouillie qu'on va appeler le chyme. Et enfin, on a la phase intestinale où le bol alimentaire, eh bien, il est fini d'être digéré à cet endroit-là et la sécrétion à la motilité gastrique va diminuer pour ralentir l'évacuation du chyme hors de l'estomac et pour éviter que l'intestin grêle reçoive plus de chyme qu'il ne peut en traiter. Donc, vous l'avez compris, dans l'estomac et les intestins, on aura plus une digestion mécanique et qui va se faire par ce que l'on appelle le péristaltisme. Donc, c'est des cycles de propulsion et de rétropulsion, mais aussi par segmentation au niveau d'intestin grêle où on va avoir des cycles de contraction et de relaxation musculaire. Et c'est pour ça, quand on a vu les schémas précédents, notamment l'anatomie de l'estomac, eh bien, on voyait des couches de cellules musculaires qui allaient un peu dans tous les sens et ça permet d'optimiser le brassage en fait des aliments. Donc pour parler un peu plus en détail de la déglutition, donc le passage du bol alimentaire de la bouche à l'estomac se fait par la déglutition et fait intervenir le pharynx et l'œsophage et la bouche. Donc tout ça va être facilité par le mucus et la salive. Elle va s'effectuer en 3 temps. Vous allez avoir un temps buccal, un temps pharyngien et le temps œsophagien. Donc là, c'est ce qu'on voit sur le schéma à l'écran. Vous avez au début eh bien, le premier temps qui va être buccal, c'est plus de la digestion chimique avec les différentes enzymes qui se trouvent dans la salive et mécanique avec les dents et la langue qui propulsent le bol alimentaire pour l'écraser au niveau du palais. Donc à ce moment-là, vous avez l'épiglotte qui est remontée, donc on a encore de l'air qui peut passer au niveau de la trachée, et vous avez le sphincter œsophagien supérieur qui, lui, va être contracté pour fermer l'œsophage. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui peut descendre. Donc ensuite, quand va débuter la déglutition, donc il va falloir protéger les voies respiratoires. Donc on va voir l'épiglotte qui va s'abaisser. Donc l'air ne peut plus passer. Et donc le bol alimentaire va commencer à descendre. Et donc le sphincter œsophagien supérieur, il va se relâcher pour permettre d'ouvrir l'œsophage. Et puis enfin, eh bien, durant le temps œsophagien, pour pouvoir faire descendre le bol alimentaire, eh bien, ça va être les cellules musculaires qui vont se contracter, se relâcher, se contracter, se relâcher, et ça va pousser comme ça petit à petit le bol alimentaire jusque dans l'estomac. Et quand le bol alimentaire est suffisamment descendu en bas de l'œsophage, eh bien, le sphincter qui ferme en fait l'œsophage va s'ouvrir pour que le bol alimentaire tombe dans l'estomac. Donc si on fait un petit arrêt sur le foie en particulier qui va avoir un rôle un peu plus spécifique, donc les cellules fonctionnelles du foie, ce sont les hépatocytes. C'est les hépatocytes qui vont produire la bile et cette bile, en fait, elle va être déversée dans tous les petits canaux biliaires qui traversent le foie pour être stockée dans la vésicule biliaire. Donc le foie, il va avoir un rôle très important dans le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines, puisqu'en fait, il va stocker une partie de ces nutriments et il va les redistribuer via le sang lorsque les différents organes en auront besoin pour se nourrir. De même, le foie va éliminer les substances toxiques, les médicaments, certaines hormones inactives dans la bile, donc on parle de détoxification.
Il va permettre aussi l'excrétion de la bilirubine, donc il y a la dégradation de l'hémoglobine. Donc je vous rappelle, les hémoglobines permettent de constituer les globules rouges. Donc quand les globules rouges sont usés et meurent, eh bien l'hémoglobine est dégradée et on va avoir un déchet qui s'appelle la bilirubine. De cette dégradation, ainsi que du fer. Le fer va retourner au niveau de la moelle osseuse pour refabriquer d'autres globules rouges, mais la bilirubine, on n'en fait rien, donc elle va être éliminée par le foie. Et puis, on va avoir également au niveau du foie le stockage de vitamines et de minéraux, et puis l'activation également de la vitamine D va se faire au niveau de cet organe. Pour conclure, nous allons retenir que le système digestif est constitué de la bouche, du pharynx, de l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, et nous avons également des annexes que sont les dents, la langue, les glandes salivaires, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Et enfin, eh bien, la fonction principale du système digestif, c'est la digestion. Celle-ci va s'organiser en plusieurs étapes. La première étape, c'est l'ingestion. Vous avez la mastication et la déglutition. Ensuite, vous avez les sécrétions de salive et de mucus. Donc, ces deux substances vont contenir des enzymes qui vont permettre de casser en fait les grosses molécules en petites molécules. Vous avez ensuite le brassage des aliments. Donc, ça va être la motilité de l'intestin grêle. Ensuite, on a la digestion à proprement parler, qui peut être soit chimique ou mécanique. Donc chimique, on l'a vu avec la salive et les mucus, et mécanique avec le péristaltisme et la segmentation. Ensuite, vous avez l'absorption. Donc les petites molécules vont pouvoir passer à travers les parois du tube digestif pour aller dans le sang et être redistribuées aux différents systèmes. Donc cette absorption, elle a lieu principalement dans l'intestin grêle. Et enfin, vous avez la défécation qui a lieu au niveau du gros intestin avec l'anus. Donc le cours sur le système digestif est terminé. Vous pouvez maintenant passer aux exercices et je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur le système urinaire.